Bonsoir à tous et merci de suivre de plus en plus nombreux News Jardin TV. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous êtes des fidèles et que nous partageons ensemble, et ceci tous les jours de la semaine, notre passion commune. Vous êtes bien dans notre véranda, autour de ces plantes qui sont soigneusement entretenues, bichonnées, arrosées, fertilisées par ma petite jardinière Nicole. Petite jardinière qui est aussi grande opératrice, puisqu'actuellement, elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 318 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, qui représente aujourd'hui plus de 50 heures en continu de vidéos. Alors surtout, n'hésitez pas à aller visionner les anciennes émissions si vous ne les avez pas vues. En tous les cas, Le Quotidien du Jardin est fait pour vous, avec vous et grâce à vous, puisqu'il consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. C'est avec Nicole, bien sûr, que nous sélectionnons ces questions, et ce soir, nous avons retenu celle d'Arborio 4732, et qui nous dit la chose suivante: je voudrais savoir si les acanthes pourraient réussir à moyenne altitude dans le Massif central, et si ce sont de bonnes plantes pour les abeilles. Les acanthes appartiennent au genre Acanthus, encore une fois créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, je suis sûr que vous l'avez dit avant moi, et ceci en 1753. Il s'est inspiré du grec akantha, qui veut dire épine, parce que beaucoup d'acanthes portent des épines, notamment au niveau de la hampe florale, et principalement sur les bractées. Mais il y a aussi des feuilles d'acanthe épineuses. Vous savez que j'aime bien vous raconter des histoires, alors je vous propose de nous plonger dans la mythologie. Acantha était une nymphe, et qui était largement courtisée, voire poursuivie des assiduités du dieu de la poésie et des arts Apollon, mais comme elle lui résistait, il a voulu l'enlever. Elle s'est débattue, elle lui a griffé le visage, alors il a pris une colère terrible, et il l'a transformée en fleur, et c'est comme cela qu'est née l'acanthe, du moins c'est ce que l'on dit. Le genre Acanthus, lui, a donné son nom à la famille des Acanthacées, et là nous retrouvons encore une figure courante sur cette émission, Antoine Laurent de Jussieu, qui l'a créée en 1789. Une famille qui comprend pratiquement 250 genres et surtout plus de 4000 espèces, plantes quasiment toutes tropicales. Parmi les acanthacées, les jardiniers connaissent aujourd'hui Strobilanthes wallichii, qu'on appelle parfois l'acanthe du Cachemire, ou le pétunia sauvage, ça n'a rien à voir avec l'un et l'autre. Et puis aussi la fameuse Suzanne aux yeux noirs, le Thunbergia alata. Mais nous cultivons surtout des acanthacées à la maison. Par exemple, la Phélandra, la plante zèbre, ou le Crossandra qui a des fleurs plates, orange, rose orangé, saumonées. Le Phytonia qui est une toute petite plante qu'on cultive souvent dans des bonbonnes avec des feuilles qui sont nervurées de blanc. Vous avez l'Hypoestes qui a de très jolies feuilles qui sont ponctuées de rose. Le Justicia, dont vous connaissez la Bellopérone, le Justicia brandegeana, la plante crevette. Et puis le Pakistakis, le panache d'officier avec ses épis de bractées jaunes et ses fleurs blanches. Le genre Acanthus se décline en 30 espèces, il y a 75 taxons qui sont validés par la nomenclature botanique internationale, plantes originaires des régions tropicales ou tempérées chaudes, la plus grande diversité se trouvant dans le bassin méditerranéen et en Asie. Nous allons cultiver principalement dans nos jardins Acanthus mollis, qui a été décrit et nommé par Linné en 1753, qui est l'acanthe molle, ou acanthe à feuilles larges. Mais on l'appelle aussi branche ursine, ce qui veut dire la branche à griffes d'ours, et qui par déviation du langage a donné blanche ursine. On trouve aussi le nom de patte d'ours, qui s'applique à deux autres plantes qui n'ont strictement rien à voir, que ce soit la berce commune Heracleum spondilium, ou l'Ellébore fétide, Elléborus foetidus. Notre Acanthus mollis est une plante vivace à souche rhizomateuse qui est originaire des régions méditerranéennes. Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Quant à sa rusticité, elle est autour de -15, -18 degrés, donc vous pouvez l'accueillir dans la plupart des régions de plaine de notre pays. La partie souterraine développe une racine pivotante et aussi un ensemble de rhizomes charnus qui s'étend très rapidement autour de la plante, ce qui la rend extrêmement difficile à arracher. Quant aux feuilles, elles sont vert brillant, simples, opposées, découpées, lobées et avec le bord légèrement denté.
Elles ont une consistance molle, Acanthus mollis, et elles sont persistantes dans les régions au climat doux. Mais ce sont des grandes feuilles qui peuvent mesurer jusqu'à 80 cm de diamètre. Quant aux inflorescences, ce sont des cymes verticales de 30 à 40 cm de haut et qui apparaissent vers la fin mai et se prolongent jusqu'à début août en se renouvelant. Les fleurs sont hermaphrodites, elles mesurent 5 à 6 cm de long. Elles sont entourées de bractées épineuses et composées de 2 lèvres. La supérieure est pourpre violacée et la lèvre inférieure, elle est trilobée et elle est d'un joli blanc ivoire, parfois avec quelques reflets roses. Quant à la pollinisation, elle est bien entomogame, c'est-à-dire assurée par des insectes, mais ils doivent rentrer très profondément dans la fleur pour aller chercher le nectar, donc ce ne sont pas des plantes qui sont extrêmement mellifères, ou du moins pas très productives. Après la pollinisation, on a un fruit qui est une capsule ovoïde et qui va contenir 2 ou 4 graines assez grosses. Et attention, parce qu'à maturité, les capsules vont éclater et projeter leurs graines alentour. La plante assure donc, par ses propres moyens, la dissémination de ses semences, c'est ce que l'on appelle l'autochorie. Vu l'aspect spectaculaire de l'Acanthus mollis, il est normal qu'il existe quand même quelques cultivars, et je vous propose d'en découvrir les plus jolis, notamment Hollard's Gold, qui a un feuillage vert acide, voire jaune doré. Les fleurs sont identiques à l'espèce type, et la plante est un peu plus trapue, elle mesure environ 80 cm de haut. Quant à Morning Candle, c'est un hybride qui a l'avantage d'avoir une floraison qui se prolonge tard en saison, jusqu'au mois d'octobre, et le casque de la fleur est d'un violet pourpre assez foncé, plante d'1 mètre de haut, voire 1,20 m environ. Rulédane, qui s'appelle aussi Jeff albus, a des fleurs blanches accompagnées d'un casque épineux en dégradé de vert, très original, plante de 1,20 m de haut. Quant à Whitewater, c'est un hybride qui a les feuilles saupoudrées de blanc et des inflorescences blanches, légèrement ombrées de rose, portées par une hampe qui est pourpre. C'est très étonnant, plante spectaculaire, 1,20 m. Et vous avez aussi Tasmanian Angel, qui ressemble énormément à la précédente, mais plante plus trapue, 80 cm, et surtout, de temps en temps, vous avez des feuilles entièrement blanches. Et là, il faudra les mettre à l'ombre, parce que s'il y a le soleil, elles brûlent tout de suite. Parmi l'ensemble des acanthes, il y a quelques espèces autres qu'Acanthus mollis que l'on peut accueillir dans nos jardins, à commencer par Acanthus hungaricus, qui est l'acanthe de Hongrie, bien qu'elle soit originaire des Balkans et de Turquie. Et il est parfois possible de la trouver sous le nom invalide d'Acanthus balkanicus. Cette espèce a été nommée et décrite en 1896 par un botaniste allemand du nom de Carl Gabriel Benitz. C'est une vivace qui forme une touffe de feuilles souples et peu épineuses, lancéolées, découpées, vert foncé, plus petite qu'Acanthus mollis, 25-35 cm de long. Et de mai à juillet, vous avez des grappes de 15 cm composées de fleurs jaune pâle à blanc verdâtre avec des bractées pubescentes, très peu épineuses, vert jaunâtre. Et puis vous avez Acanthus spinosus, l'acanthe épineuse décrite par Linné en 1753, qui est une plante que l'on rencontre depuis l'Italie jusqu'à l'ouest de la Turquie. Plante assez volumineuse qui va dépasser 1 mètre de haut et qui a des feuilles aussi assez longues, jusqu'à 80 cm, 1 mètre, oblongues, étroites, arquées, vert foncé, et surtout qui présentent des découpes très profondes. On dit qu'elles sont pennatifides, et chacun des éléments étant, lui, très épineux. De mai à juillet, vous avez des inflorescences dressées, qui sont formées de fleurs blanc pur, agrémentées de bractées rose-pourpre, très nettement épineuses. Je voudrais vous présenter aussi une curiosité qui s'appelle Acanthus senii, ou l'acanthe d'Éthiopie, plante africaine donc, qui a été nommée en 1940 par un botaniste italien Emilio Chiovenda. C'est une plante que l'on rencontre sur les hauts plateaux de ce pays jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude et qui, malgré tout, n'est pas extrêmement rustique. Il faut éviter de l'exposer au gel, elle va tenir éventuellement jusqu'à -5, -6 degrés maximum. C'est un arbuste buissonnant et cet acanthe, dans son biotope, peut atteindre 2 mètres. Dans nos régions, en culture, ça sera à peu près la moitié. Le feuillage est très découpé, très fortement épineux également, on dirait une sorte de chardon, et il va disparaître en hiver dans nos régions.
Mais ce qui est intéressant et original, c'est la floraison. Parce qu'elle est rouge, c'est une couleur assez inédite chez les acanthes, et les fleurs vont s'épanouir d'août à septembre. Toutes les acanthes se cultivent pratiquement de la même façon. Vous allez les planter au soleil léger ou à mi-ombre, dans tout type de sol. Alors même pauvre, caillouteux, calcaire, médiocre, ce que vous voulez, à condition qu'il soit bien drainé. Méfiez-vous d'une chose, Acanthus mollis peut devenir envahissant. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ses graines explosent. Et faites très attention parce qu'encore une fois aussi, on l'a vu tout à l'heure, les racines s'ancrent profondément, donc arrachez très rapidement les petites pousses si vous ne voulez pas que votre jardin se transforme en collection d'acanthes. Et puis vous ne le savez peut-être pas, mais l'acanthe a des propriétés médicinales. Depuis l'Antiquité, la plante est considérée comme tonique et stimulante. Elle était même réservée aux guerriers qui absorbaient son jus, sa sève, juste avant de partir au combat. Parce que la plante a des propriétés émollientes, c'est-à-dire adoucissantes, mais aussi vulnéraires. Elle guérit les plaies, elle est détersive, elle peut nettoyer justement ces plaies, et même astringente, elle va resserrer les tissus. Et c'est pourquoi Pline et Dioscoride, au 1er siècle, l'ont préconisé lorsqu'il y avait des blessures de guerre. Aujourd'hui, les feuilles de certaines acanthes ont aussi un usage médicinal, à commencer par Acanthus illicifolius, l'acanthe à feuilles de houx, dont la composition chimique a fait l'objet de nombreuses recherches et qui est largement utilisée aujourd'hui dans les médecines traditionnelles indiennes et chinoises. Quant aux feuilles d'Acanthus ebracteatus, elles sont connues pour leurs propriétés antioxydantes et utilisées couramment en Thaïlande et en Indonésie pour préparer des tisanes qui vont lutter contre les rhumatismes, les allergies et même l'asthme. Et puis il y a Acanthus leucostachius, une très grande espèce de 2 mètres de haut qui est originaire des régions marécageuses de Chine et d'Indochine et qu'on utilise là-bas dans la pharmacopée pour traiter de très très nombreux maux. Et il faut savoir qu'il y a des recherches quand même actuelles menées sur cette plante pour lui découvrir d'éventuelles propriétés anticancéreuses. Et j'aimerais que nous terminions cette émission en beauté avec quelques vers de Victor Hugo, qui a écrit en 1828 dans Odes et Ballades la chose suivante. « Voici la fête d'Olympie, tressée l'acanthe et le laurier, que les dieux confondent l'impie, que l'antique audace assoupie se réveille au cœur du guerrier. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de l'acanthe, qui est quand même une plante très facile à cultiver, très intéressante, un peu envahissante, vous l'avez vu, mais vous aura intéressé. Si vous avez la place, n'hésitez surtout pas à l'accueillir dans votre jardin. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à ces questions, c'est grâce aussi un peu à mes réponses, bien sûr, que nous réalisons et constituons ensemble, de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.